Le message est arrivé pendant que je dînais. Luciano faisait rire tout le monde avec une anecdote de son travail. Les enfants rient et Sophia servait le riz avec douceur. L'ambiance était paisible, presque trop parfaite. Puis mon téléphone a vibré. Soz ne dit rien. Un message sans signature. Numéro inconnu. Mon cœur a eu un raté. J'ai levé les yeux vers Luciano, toujours plongé dans son récit, puis vers Sophia qui l'écoutait en souriant. Rien, dans leur attitude, ne laissait deviner qu'ils savaient. « Maman, tout va bien ? » ?»« Oui, mon chéri. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. » Un mensonge. Je ne savais pas pourquoi j'avais cette impulsion d'obéir, pourquoi mes jambes se levaient déjà, mais au fond, quelque chose me criait de ne pas rester. Je suis sortie par la porte arrière, discrètement, comme une étrangère dans ma propre maison. La nuit était fraîche, noire, silencieuse. Je suis restée là un moment dans le jardin à essayer de comprendre ce que je faisais. Puis je les ai vus. 3 voitures de police avançaient lentement dans la rue, sans klaxon, sans gyrophare, comme si elles flottaient dans l'obscurité. Le froid m'a envahi d'un coup. Je me suis faufilée vers la clôture du fond, là où je pouvais observer sans être vue. Les agents sont sortis, calmes, et ont marché vers ma maison. Ils ont frappé à la porte d'entrée. J'ai entendu la voix de Luciano à l'intérieur. « Qui est là ? » ?»« Police. Nous devons vous parler. » Ce que j'ai entendu ensuite m'a déchiré. « Monsieur, une plainte a été déposée. Elle concerne Madame Rosalia Garcia. Il y aurait des violences domestiques. On nous signale que vous lui imposez de signer certains documents, que vous l'isolez, que vous avez le contrôle sur ses finances. » Un silence pesant a suivi. Puis la voix de Sophia. Fébrile, presque outrée. « C'est faux. Ma belle-mère va très bien. Elle est là avec nous en train de manger. Est-ce qu'on peut lui parler ? » Bien sûr. Maman. Maman. Je les ai entendus m'appeler partout dans la maison avec cette panique dans la voix. Mais je ne bougeais pas parce que je savais. Je savais que quelqu'un avait enfin vu ce que je refusais d'admettre. Quelqu'un avait compris ce que je tentais de cacher depuis des mois. Derrière le feuillage, je regardais. Je regardais mon propre fils mentir. Je regardais Sophia jouer les innocentes, mais plus rien ne me surprenait. « Monsieur, vous devez nous suivre au commissariat. Nous devons éclaircir cette situation. Pour ce qui est de votre mère, nous la retrouverons. » Je les ai vus passer les menottes à Luciano. Je l'ai vu descendre les marches, escorté. J'ai vu Sophia s'effondrer en larmes sur le pas de la porte, répétant que tout cela était une erreur. Et moi, je suis restée seule dans l'ombre. Seule dans ce jardin qui avait été un jour mon havre de paix, seule avec la vérité que j'avais fui pendant trop longtemps. Car au fond de moi, je savais depuis longtemps, mon propre fils me dépouillait. Je suis rentrée à la maison par la porte de derrière. Sophia était dans le salon, au téléphone avec quelqu'un. Sa voix avait complètement changé. Elle n'était plus la belle fille douce et inquiète. Non, écoute-moi bien. La vieille femme s'est enfuie. Je ne sais pas comment. Mais elle s'est enfuie. Il faut agir vite avant qu'elle ne parle à quelqu'un. Elle m'a traité de vieille. Je suis restée là dans l'embrasure de la cuisine à l'écouter comploter ma propre destruction. Oui, les papiers sont prêts. Il ne nous manque plus que sa signature et c'est tout. La maison, le compte en banque, tout. Mais maintenant, avec cette affaire de police, ma maison, mon argent, tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 50 ans, Sophia a raccroché et s'est retournée. Elle m'a vu là. Son visage est devenu blanc comme un linge. Rosalia, je ne savais pas que tu étais revenue. Je vois bien que non. Ma voix était calme. Glaciard, même moi, je n'ai pas reconnu le ton.
Écoute ce que tu as entendu. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu entends Sophia? Elle bégayait. Cherchait des excuses, des mensonges, mais déjà je n'écoutais plus. Je pensais à tous les documents qu'il m'avait fait signer pour ma propre protection. Je pensais à toutes les fois où il m'avait dit qu'il valait mieux qu'il gère mon argent. Je pensais à toutes les fois où il m'avait fait sentir comme un fardeau, comme une vieille femme inutile. Sors de chez moi, Sophia. Quoi? Par ne peut pas me mettre dehors. Luciano et moi vivons ici. Nous avons des droits. Des droits? Ce mot m'a brûlé de l'intérieur. Les seuls droits que tu as sont ceux que je te donne en te les retirant. Je suis allée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit et pour la première fois depuis des mois, j'ai pris une grande inspiration. Quelqu'un m'avait sauvée cette nuit-là. Quelqu'un avait vu ce que je ne voulais pas voir. Mais maintenant que mes yeux étaient ouverts, je n'allais plus les fermer. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai entendu Sophia arpenter la maison comme un animal en cage, passant des appels, chuchotant, pleurant. À 3 heures du matin, on a frappé à la porte. Des voix masculines se disputaient. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de ma chambre. 2 hommes que je ne connaissais pas parlaient à Sophia à l'entrée. L'un d'eux avait des papiers à la main. J'ai entendu des bribes de la conversation. Je ne pouvais rien signer si je n'étais pas là. Une femme de soi en ne peut pas disparaître comme ça. Encore ce mot vieille. Les hommes sont partis à l'aube. Sophia aussi. Je l'ai vue partir avec une petite valise parlant au téléphone nerveuse. Quand j'ai été sûre qu'il était parti, j'ai quitté ma chambre. La maison était silencieuse, un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je suis allée à la cuisine et me suis préparé du café. Mon café dans ma tasse préférée sans que personne ne me dise qu'il était trop tard pour la caféine ou que je devais surveiller ma tension. En buvant, j'ai repensé à tout ce que j'avais traversé. Il y a 5 ans, à la mort de mon mari Roberto, je me suis retrouvée seule dans cette maison. Luciano a insisté pour que lui et Sophia aient emménagé chez moi pour prendre soin de moi, pour que je ne sois plus seule. Au début, avoir de la compagnie et des rires à la maison semblait une bénédiction, mais petit à petit, les choses ont changé. D'abord, ce furent de petites suggestions sur la gestion de mes comptes bancaires, la signature de papier pour les procédures médicales. Je signais tout parce que je faisais confiance à mon fils. Il était ma chair et mon sang. Puis sont venues les restrictions. Ne pas sortir seul car c'était dangereux. Ne pas parler de nos affaires privées aux voisins. Ne plus avoir besoin d'autant d'argent. Je suis devenue prisonnière chez moi et pire encore, j'ai commencé à croire à cette histoire. Je me suis mise à penser que j'étais vraiment un fardeau, que j'avais vraiment besoin qu'il contrôle tout, que j'étais une vieille femme inutile qui ne comprenait pas le monde moderne. Mais hier soir, cachée dans mon jardin, regardant mon fils mentir à la police, quelque chose s'est brisé en moi. Non, quelque chose était réparé. J'ai fini mon café et je suis allée dans le bureau. J'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes documents importants. Il était vide. Bien sûr qu'il était vide, mais Roberto a toujours été un homme prudent. Il m'a aussi appris à faire ça. Je suis allée au sous-sol dans un coin où personne ne regardait. Derrière les vieilles boîtes de Noël se trouvait un petit coffre-fort que Roberto avait installé des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient les copies, des copies de tout. L'acte de propriété original, les relevés de compte bancaire, mon véritable testament, pas celui qu'il m'avait fait signer le mois dernier. Mon cœur battait la chamade en examinant chaque document. La maison m'appartenait toujours légalement. Les documents que j'avais signés étaient invalides car je les avais signés sous la contrainte sans avis juridique indépendant. Roberto m'avait bien appris. J'ai décroché le téléphone et composé un numéro que j'avais conservé depuis des années,
Le cabinet d'avocats Mendoza et Associates. Teodoro était un ami de Roberto, l'un des rares hommes honnêtes encore présents. J'ai expliqué que j'avais besoin de son aide, que je pensais avoir été arnaqué. Quand je lui ai dit qu'il était mon fils, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Il m'a demandé de venir à son bureau cet après-midi-là avec tous les documents que j'avais. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas perdu, je ne me sentais pas victime. Je me sentais telle que j'étais vraiment. Une femme de Soix ans qui avait travaillé toute sa vie, qui avait élevé des enfants, qui avait enterré son mari, qui avait survécu à tout cela. Une femme qui ne laisserait personne le voler, pas même sa propre chair et son propre sang. À 14 heures, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Luciano. Il l'avait libéré. Évidemment, sans preuve tangible, sans plainte officielle, il ne pouvait pas le retenir. Sa voix était différente, plus dure. Il n'était plus le fils inquiet. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Il a insisté sur le fait que j'étais confuse, que quelqu'un me bourrait la tête de mensonges. Je suis restée silencieuse. Il m'a dit que c'était aussi sa maison, que j'avais le droit d'entrer. J'ai répondu que c'était la mienne et qu'il n'y habitait plus. Puis j'ai entendu un bruit de clé dans la serrure. Bien sûr, j'avais un double des clés. La porte s'est ouverte. Luciano est entré, suivi de Sophia et des deux hommes. J'avais vu des notaires plus tôt dans la matinée. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus clarifier un problème avec des documents nécessitant ma signature. Je les ai tous regardés. 4 personnes dans mon salon me traitant d'idiote. Je leur ai dit que je ne signerais rien. L'un des notaires s'est approché. Il avait une tête de requin. Il m'a expliqué que c'était très simple, qu'ils avaient juste besoin que je confirme ma signature sur les documents de transfert pour ma propre sécurité. Une femme de mon âge ne devrait pas avoir la charge de gérer des biens. Il valait mieux que mon fils s'occupe de tout. Je me suis levée du canapé et les ai regardés un par un. Je leur ai rappelé qu'une femme de mon âge avait construit cette maison de ses propres mains. Elle avait travaillé 12 heures par jour pendant 30 ans pour la payer. Elle avait élevé 3 enfants, enterré son mari et survécu à tout ce que la vie lui avait réservé. Et maintenant, une femme de mon âge allait leur dire quelque chose de très clair. Quittez ma maison. Le notaire a souri d'un sourire froid. Il m'a dit qu'il avait peur que je n'avais plus le pouvoir de les jeter selon ses documents. Je lui ai dit que selon ces faux documents qu'il avait fabriqués, Luciano affirmait qu'ils n'étaient pas faux, que je les avais signés. Je lui ai rappelé que je les avais signés sous de faux prétextes parce que je lui faisais confiance, parce qu'il était mon fils. Il m'a dit que c'était précisément pour cette raison que je devais continuer à lui faire confiance. Je lui ai demandé si faire confiance signifiait les laisser me voler après l'avoir écouté planifier. Il m'a dit qu'il ne me volait rien, qu'il ne faisait que protéger mes biens, les protéger de moi. Il m'a dit que je n'étais plus la même qu'avant, que parfois j'étais perdue, que parfois j'oubliais des choses. C'était le mensonge qu'ils avaient monté pendant des mois. La seule chose que j'avais oubliée, c'était qui était vraiment mon fils. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je leur ai dit à tous de partir. Luciano m'a dit qu'il ne partirait pas, que cette maison était aussi la sienne. Je lui ai dit que cette maison était la mienne et que s'il ne partait pas, j'appellerais la police. Sophia, elle a riement. Elle m'a demandé si j'allais appeler la police comme hier soir, qu'elle avait déjà vu qu'il ne me croyait pas. Je lui ai demandé comment elle était au courant pour hier soir. Elle est devenue pâle. Elle en avait trop dit. J'ai tout de suite compris. Elle avait porté plainte. Elle avait appelé la police pour incriminer Luciano, afin que je voie que je comprenne ce qui se passait vraiment. Je lui ai dit que oui, j'étais folle. Folle de rage et que les vieilles folles comme moi se battaient. Personne n'a bougé un instant.
Ils sont restés là comme s'ils n'avaient pas entendu ce que je venais de dire. Luciano a été le premier à réagir, s'approchant de moi avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné ces derniers mois. Il m'a dit de ne pas dire de bêtises, que personne ne se battait, que nous étions une famille. J'ai répondu que la famille ne vole pas. Il a insisté sur le fait qu'il ne me volait pas, qu'il veillait sur moi. Je lui ai demandé si me traiter de vieille inutile dans mon dos revenait à me protéger. Sophia a obtenu nerveux. Son regard allait et venait, tel celui d'un animal acculé. Elle m'a dit que je ne comprenais pas, que les temps avaient changé, qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs qui profitaient des personnes âgées. Je lui ai répondu qu'elle avait raison, qu'il y avait beaucoup d'arnaqueurs et que certains vivaient chez moi. Le notaire au visage de requin s'est impatienté. Il m'a dit que nous perdions du temps, que soit je signais ces documents pour de bon, soit il devrait chercher d'autres solutions légales. Je lui ai demandé quelle solution. Elle m'a expliqué qu'une femme de mon âge, vivant seule et souffrant de troubles mentaux, pourrait envisager une évaluation psychiatrique pour ma propre protection. Bien sûr, j'ai eu un frisson. C'était la véritable menace. Si je ne coopérais pas, je serais déclarée mentalement incompétente. Je l'ai interrogée sur ses troubles mentaux. Elle m'a dit que mon fils leur avait parlé de mes défaillances, de mes oublis, des moments où je me perdais dans la maison, des conversations avec des personnes qui n'existaient pas. J'ai regardé Luciano, mon propre fils, inventer des mensonges sur ma santé mentale. Je lui ai demandé si je leur avais dit cela. Il m'a répondu que c'était la vérité, que j'avais été très perturbée ces derniers temps. Je lui ai rappelé qu'hier encore, je me parlais à moi-même dans le jardin. Je lui ai dit que je ne me parlais pas à moi-même, que je l'écoutais me trahir. Elle m'a dit que c'était de nouveau le cas, la paranoïa, les délires. Je suis restée silencieuse un instant. J'ai compris sa stratégie. Tout ce que je dirais pour ma défense servirait de preuve à ma prétendue innocence. La folie. Mais je n'étais plus la même femme effrayée qu'il y a 2 jours. Je leur ai dit que j'allais bien, qu'ils comprenaient parfaitement, que je comprenais que j'avais besoin d'une protection juridique. Tout le monde s'est un peu détendu. Luciano m'a dit qu'il savait que je comprendrais. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement, mais que j'avais besoin d'une protection juridique. Je me suis dirigée vers le téléphone et j'ai composé le numéro de Teodoro. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit que j'étais chez moi et que j'avais des visiteurs indésirables, que j'avais besoin qu'ils viennent immédiatement. Il m'a demandé si j'étais en danger. Je lui ai dit que je risquais d'être cambriolée. J'ai raccroché. Tous les 4 me regardaient avec des visages très différents de ceux d'il y a 5 minutes. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas m'empêcher de consulter un avocat. Luciano m'a répondu que non, bien sûr, mais que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille. Je lui ai dit que les familles n'avaient pas besoin de faux notaires pour se voler. Le notaire au visage de requin s'est offusqué, insistant sur le fait qu'il était un notaire agréé avec des titres en règle. Je lui ai dit que ses titres étaient peut-être tout allait bien mais ses intentions étaient fausses. Sophia s'est approchée de Luciano et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a hoché la tête. Ils m'ont dit qu'ils attendraient dehors l'arrivée de mon avocat pour qu'ils puissent voir que je n'avais rien à cacher. Je leur ai dit de ne pas aller sur la cire, de quitter complètement ma propriété. Luciano m'a dit que c'était d'accord, que nous partions mais que ça ne resterait pas comme ça. J'ai répondu que non, que ça ne resterait pas comme ça, que ça se réglerait légalement. Ils sont partis tous les 4 mais ils ne sont pas partis. Je les ai vus par la fenêtre, debout sur la cire, discutant par groupe de 2, élaborant des plans. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai attendu Teodoro. Pour la première fois depuis des mois, j'étais seule chez moi, sans avoir peur, sans avoir l'impression de devoir me cacher ou demander la permission de bouger.
C'était ma maison, mon espace, mon sanctuaire et personne n'allait me le prendre. Teodoro est arrivé 30 minutes plus tard. Un homme de Soksan, Teodoro, aux cheveux gris, avec le regard le plus sincère que j'ai jamais rencontré, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit, c'est tout. Je lui ai tout raconté du message anonyme à la conversation que je venais d'avoir. Je lui ai montré les documents originaux que j'avais trouvés dans le coffre de Roberto. Teodoro a examiné chaque document attentivement. Son visage devenait plus sérieux à chaque page. Il m'a dit que c'était très grave, qu'ils avaient essayé de transférer la propriété de ma maison à Luciano et aussi de me faire signer une procuration générale qui leur donnerait le contrôle total de mes comptes bancaires. Je lui ai demandé s'il pouvait le faire. Il m'a expliqué que ce n'était pas légal, pas sans mon consentement libre et éclairé, et surtout pas avec ces documents criblés d'irrégularités. Il a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a demandé si je voulais porter plainte contre mon fils. La question m'a frappé comme un coup de massue. Des poursuites contre Luciano, contre mon propre fils. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a expliqué que c'était compréhensible, qu'il était mon fils, mais qu'ils avaient tenté de commettre une fraude, un abus financier envers une personne âgée, des crimes. Je lui ai demandé quelles autres options s'offraient à moi. Il m'a dit que nous pouvions protéger mes biens immédiatement, changer tous les fers à cheval, révoquer toute procuration que j'avais signée auparavant et mettre en place des protections juridiques pour les empêcher de réessayer. Je lui ai demandé ce qui se passerait s'ils essayaient de me déclarer mentalement incapable. Il m'a assuré qu'avec ses documents et son témoignage, ce serait très difficile. De plus, nous pourrions demander une évaluation psychiatrique indépendante qui prouverait ma pleine capacité mentale. Je suis resté silencieux, pensif. Je lui ai demandé combien d'argent il y avait sur mes comptes. Il a examiné des papiers et m'a dit que selon mes derniers relevés, il y avait environ $6 entre le compte d'épargne, les certificats de dépôt et la pension accumulée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Luciano m'avait dit que nous avions à peine de quoi subvenir à nos besoins essentiels et que c'était pourquoi j'avais besoin de lui pour tout gérer. Il m'avait menti. J'avais assez d'argent pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. J'avais l'impression qu'un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je n'étais pas pauvre. Je n'étais pas un fardeau. Je ne dépendais de personne. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a expliqué le plan. Premièrement, aller à la banque tôt demain matin pour changer tous les mots de passe et autorisations. Deuxièmement, engager un serrurier pour changer toutes les serrures de la maison. Troisièmement, relire mon testament pour m'assurer qu'il reflétait bien mes volontés. Je lui ai demandé ce qui allait se passer ensuite. Il m'a dit que nous attendrions de voir ce qu'il ferait et que nous nous préparions à toute éventualité. On a frappé à la porte. C'était encore Luciano. Il a crié de l'extérieur que mon avocat était parti et que nous pouvions parler tranquillement. Je lui ai hurlé qu'il n'était pas parti, qu'il était toujours là. Teodoro s'est approché de la porte et lui a dit qu'il était l'avocat de Madame Garcia, qu'elle ne souhaitait pas lui parler pour le moment. Luciano lui a demandé qui il était pour l'empêcher de parler à sa mère. Teodoro a répondu qu'il était son représentant légal et qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas de visite. Le silence s'est fait de l'autre côté de la porte. Puis nous avons entendu des pas s'éloigner. Teodoro m'a demandé si j'étais prêt car cela ne faisait que commencer. Je lui ai demandé s'il serait prêt à faire de gros efforts. J'ai regardé par la fenêtre. Luciano et Sophia montaient dans leur voiture mais ils ne partaient pas. Ils attendaient simplement. J'ai dit à Teodoro que oui, j'étais prêt, mais que je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Je n'avais aucune idée de ce qu'il serait prêt à faire pour obtenir ce qu'il voulait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Chaque bruit me réveillait.
Chaque ombre qui passait devant la fenêtre me mettait en alerte. À 3 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte de derrière. Je me suis levée en silence et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. C'était Luciano, mon propre fils, qui essayait de s'introduire chez moi comme un cambrioleur en pleine nuit. Il a essayé ses clés. Visiblement, elles ne fonctionnaient pas. Teodoro avait fait venir un serrurier l'après-midi même et nous avions changé toutes les serrures. Je l'ai vu se promener dans la maison, inspectant les fenêtres. Il a essayé de forcer la fenêtre de la cuisine. J'ai attrapé le téléphone et j'ai composé le 911. Quelle est votre urgence? Quelqu'un essaie de s'introduire chez moi. Vous connaissez cette personne? Je suis restée silencieuse un instant. Oui, c'est mon fils. Votre fils? Il habite dans la maison. Non, plus maintenant. Madame, vous êtes en danger immédiat. J'ai regardé de nouveau par la fenêtre. Luciano avait arrêté d'essayer les fenêtres, était maintenant au téléphone avec quelqu'un. Je ne sais pas. Nous avons immédiatement envoyé une voiture de patrouille. J'ai raccroché et je suis restée à la fenêtre pour observer. Luciano a terminé son appel et est parti comme s'il savait que j'avais appelé la police. 5 minutes plus tard, la voiture de patrouille est arrivée. Les policiers ont frappé à la porte. Je leur expliquai la situation. Ils ont pris des notes. Ils m'ont dit que je pouvais déposer plainte si je le souhaitais. Madame, avez-vous un endroit sûr où dormir cette nuit? C'est chez moi. Je ne pars pas. Nous comprenons, mais ce serait peut-être plus prudent. Je ne sors pas de chez moi. Ils sont partis, mais m'ont dit qu'ils passeraient dans le quartier pendant la nuit pour surveiller. Le lendemain, Teodoro est arrivé tôt. Comment avez-vous passé la nuit? Je lui ai raconté la visite nocturne de Luciano. Son visage est devenu sérieux. Rosalia, la situation s'aggrave. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Maintenant, ils sont prêts à recourir à l'intimidation. Que proposez-vous? Accélérons les choses. Allons à la banque tout de suite. Nous sommes montés dans la voiture de Teodoro. Tout le long du trajet, j'ai eu l'impression d'être suivi. Une voiture argentée est restée 2 voitures derrière. Nous dès notre départ. À la banque, le gérant nous a accueillis avec inquiétude. Madame Garcia, ravie de vous voir. Votre fils était là hier. Très inquiet de votre absence. Mon fils était là. Oui, il a dit que vous aviez eu une crise de confusion et que vous étiez perdu. Il voulait vérifier vos comptes pour voir si vous aviez effectué des transactions étranges. J'ai regardé Teodoro. Il avait accès à mes informations. Non, non, bien sûr que non. Passant votre autorisation directe. Mais il avait l'air très angoissé. Bien sûr, monsieur, a ajouté Teodoro, nous devons modifier toutes les autorisations sur ce compte, révoquer tous les accès précédemment accordés, même ceux de mon fils, surtout ceux de mon fils. Le gérant avait l'air perplexe, mais a obéi. Une fois terminé, mes comptes étaient entièrement protégés. Moi seul pouvais y accéder. Avez-vous autre chose à savoir, Madame Garcia? Oui. Combien de fois mon fils est-il venu me demander des nouvelles de mes comptes? Le directeur a vérifié ton ordinateur ces 6 derniers mois. Environ 1 fois par semaine. 1 fois par semaine? Oui. Il posait toujours les mêmes questions. Solde, transaction, si tu avais fait des mouvements étranges. Nous avons quitté la banque en silence. Teodoro, comment Luciano a-t-il su que nous allions à la banque aujourd'hui? Je l'ignorais, c'était probablement une coïncidence. Mais quand nous sommes arrivés chez moi, Luciano nous attendait déjà. Maman, il faut qu'on parle. On a déjà parlé hier. Non,
Hier tu as parlé à des inconnus. Aujourd'hui, il faut que tu parles à ton fils. Je suis sortie de la voiture et je me suis dirigée vers ma porte. Théodoro maman, je sais que tu es allé à la banque. Je me suis arrêtée. Comment le sais-tu? Parce qu'ils m'ont appelé. Je m'inquiète pour toi. Ils t'ont appelé. Qui t'a appelé? Le directeur m'a dit que tu étais allé avec un avocat pour modifier toutes les autorisations sur ton compte. J'ai regardé Théodoro, quelque chose n'allait pas. Le directeur ne peut pas te donner cette information. Luciano, tu n'y as plus accès. Maman, je gère tes finances depuis 2 ans. Bien sûr, j'ai des contacts à la banque. Des contacts qui te donnent des informations privées sans mon autorisation. Des informations sur ma propre mère qui sont manifestement manipulées par des inconnus. Théodoro s'est approché. Monsieur, ce que vous décrivez est une grave violation du secret bancaire. Et qui êtes-vous pour vous mêler des affaires familiales? Je suis l'avocat de votre mère. Ma mère n'a pas besoin d'avocat. Elle a besoin que sa famille prenne soin d'elle. Votre mère a besoin de protection contre vous. Luan. Un rire sans humour, une protection contre moi. C'est moi qui ai pris soin d'elle pendant des années. C'est moi qui me suis sacrifié pour venir vivre avec elle quand elle était seule. Sacrifié. J'ai répété ces mots. Oui, maman. J'ai quitté mon appartement. J'ai changé de vie. Tout ça pour prendre soin de toi, pour me voler, pour te protéger de toi-même, de moi-même. Maman, tu as été très confuse ces derniers temps. Tu prends des décisions étranges. Tu fais confiance à des inconnus. Il désigna comme lui-même. Théodoro était un ami de ton père depuis 20 ans. C'était un ami de papa. Papa est mort. Les choses changent. Silencio. Ces paroles me blessèrent plus que je ne voulais l'admettre. Luciano, finis-je par dire, combien d'argent y a-t-il sur mes comptes? Pourquoi demandes-tu ça? Réponds simplement. Maman, le montant exact n'est pas important. L'important, c'est que j'en sois sûr. Théodoro m'a dit que j'avais 250 000 $. Théodoro, mente. Il m'a menti. Oui, pour te faire peur. Pour te faire croire que tu as plus d'argent que tu n'en as en réalité. Alors, combien j'ai? Tu as de quoi vivre confortablement si tu gères bien. C'est pour ça que tu as besoin de mon aide. Montre-moi les relevés bancaires. Maman, je n'ai pas apporté les papiers. Alors, allons les chercher. Tu n'as pas besoin de regarder ces chiffres confus. Ils ne feront que t'inquiéter. Des chiffres confus? Oui, maman, tu n'as jamais été bonne en maths. Je restais là à écouter mon fils me dire que j'étais trop stupide pour comprendre mon propre argent. Théodoro, dis-je sans quitter Luciano des yeux. Tu as une copie de mes relevés bancaires? Oui, Rosalia, montre-les à mon fils. Théodoro sortit. Les papiers de sa mallette. Voici les soldes les plus récents. Luciano les regarda. Son visage changea de couleur. Ces chiffres sont faux. Ils ne sont pas faux, dit Théodoro. Ils sont certifiés par la banque. Maman, est-ce que quelqu'un manipule tes comptes? Oui, lui dis-je, quelqu'un les manipule depuis des mois. Quelqu'un qui y avait accès. Je n'y ai jamais eu accès. Luciano, où est l'argent manquant? Quel argent manquant? Il y a 6 mois, j'avais 300 000 $. Maintenant, j'en ai 250 000 $. Où sont les 50 000 $ restants? Silence, Luciano. Où est mon argent? Maman, cet argent a servi aux dépenses, à la nourriture, aux charges, à l'entretien de la maison. Dollars en 6 mois de dépenses de base. La vie est chère. Maman Théodoro, as-je dit combien ça coûte d'entretenir une maison comme la mienne pendant 6 mois?
Environ 8 000 $ tout compris. J'ai regardé Luciano. Où sont les 42 000 $ restants? Mon fils, ma chair et mon sang m'a regardé dans les yeux et m'a menti une fois de plus. Je ne vois pas de quoi tu parles. Maman. À cet instant, j'ai compris quelque chose de terrible. Il n'allait pas s'arrêter. Peu importe les preuves que j'avais, peu importe le nombre d'avocats que je ferais venir, Luciano continuerait à mentir, à voler et à manipuler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voler. Ce soir-là, après que Luciano soit parti avec encore plus de mensonges dans la bouche, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé, et j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je n'allais pas continuer à me disputer avec lui. Je n'allais pas continuer à essayer de lui faire comprendre. Je n'allais pas continuer à attendre que mon fils se souvienne de qui était sa mère. J'allais agir. Le lendemain, j'ai appelé Teodoro. J'ai besoin que tu viennes. J'ai un plan. Quel genre de plan? Un plan pour en finir une bonne fois pour toutes. Teodoro est arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air inquiet. Rosalia, à quoi penses-tu? Je pense que mon fils ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout gardé. Alors, je vais lui donner exactement ce qu'il veut. Je ne comprends pas. Il veut ma maison, il veut mon argent, il veut contrôler ma vie. Ouais, bien, il va se retrouver sans rien. Teodoro a enlevé ses lunettes et m'a regardé attentivement. Rosalia, tu penses à le déshériter? Je pense à quelque chose de plus radical que ça. Je lui ai expliqué mon plan. Teodoro m'a écouté en silence, secouant la tête de temps en temps. C'est légal, a-t-il finalement dit, mais c'est très grave. La situation est grave, il est sûr, je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. C'est bien, mais il faut tout faire correctement sans erreur, car une fois qu'on a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. Je ne veux pas revenir en arrière. Cet après-midi-là, on s'est mis au travail. Teodoro a fait venir un comptable, un expert immobilier et un autre avocat spécialisé en immobilier. On a estimé la maison, examiné tous mes comptes et calculé la valeur totale de mon patrimoine. La maison valait 400 000 $. Avec l'argent en banque, j'avais un patrimoine net total de près de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent, Rosalia m'a dit Teodoro. Tu es sûr de vouloir faire ça? C'est mon argent, c'est ma vie, c'est ma décision. Oui, mais Teodoro, pendant 70 ans, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Pendant 5 ans, j'ai laissé les autres me dire quoi faire de la mienne. C'est fini. Je comprends mais pense aux conséquences. J'y ai déjà pensé. La seule conséquence qui m'importe, c'est de retrouver ma dignité. Cette nuit-là, pendant que Teodoro préparait les papiers, je préparais mon âme. J'étais assise dans le salon où j'avais élevé mes enfants, où j'avais fêté anniversaire, Noël, remise de diplôme, où j'avais pleuré à la mort de Roberto. Cette maison contenait 50 ans de souvenirs, 50 ans de vie, mais aussi les 5 dernières années de mensonges, d'humiliation et de trahison. Et je ne pouvais plus vivre avec ça. Le lendemain, Luciano est réapparu comme s'il avait un radar pour savoir quand je prenais des décisions importantes. Maman, il faut qu'on se parle. On n'a plus rien à se dire, Luciano. Si, je suis venu m'excuser. Ça m'a surprise. M'excuser? Oui, j'ai repensé à ce que tu as dit hier. Tu as raison. J'ai été très contrôlante. J'ai pris des décisions sans te consulter. Je suis restée silencieuse attendant. Je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était par amour parce que je tiens à toi. Par amour? Oui maman, par amour. Me voler 5 000 $, c'est de l'amour. Je ne t'ai rien volé. J'ai utilisé cet argent pour améliorer la maison, pour payer tes frais médicaux. Pourquoi Luciano?
Pour prendre soin de toi. Montre-moi les reçus. Quel rictus, les reçus pour les frais médicaux. Les reçus pour les améliorations de la maison. Les reçus pour tout cet argent que tu as dépensé pour prendre soin de moi. Silence maman, je n'ai pas gardé tous les reçus. Tu n'as pas gardé les reçus de 50 000 $. Certains se sont perdus. Luciano, où est mon argent? Je te l'ai déjà expliqué. Tu ne m'as rien expliqué. Tout a mty. Il s'est approché de moi, a posé ses mains sur mes épaules. Maman, je m'inquiète pour toi. Je pense que tu devrais consulter un médecin. Un médecin? Oui, un spécialiste. Quelqu'un qui puisse t'aider à sortir de cette confusion. Quelle confusion maman? Ces derniers temps, tu dis des choses insensées. Tu accuses ta propre famille de choses terribles. Tu te caches de nous. Tu parles à des avocats étranges. Teodoro n'est pas étrange. Tu le connais depuis ton enfance. Il était différent avant. Maintenant, ils se servent de lui pour te manipuler. Qui me manipule? Je ne sais pas. Quelqu'un qui veut profiter de toi. Quelqu'un qui te bourre la tête d'idées folles. Je lui lâche les mains. Des idées folles comme avoir le droit de toucher mon propre argent. Des idées folles comme ta famille qui veut te voler. Luciano, tu me prends pour une folle? Je pense que tu es perdu. Je pense que tu as besoin d'aide. De quel genre d'aide? D'une aide professionnelle. Peut-être. Peut-être que tu as besoin d'être placé dans un endroit où ils pourront mieux s'occuper de toi. Il y avait la menace finale. Si je ne coopérais pas, ils allaient m'interner. Un endroit comme une maison de retraite. Un endroit agréable avec des infirmières, avec d'autres personnes âgées. Une maison de retraite. Ce n'est pas une maison de retraite, maman. C'est un établissement de soins spécialisé. Et qui va décider que j'ai besoin d'y être? Les médecins et la famille. Tu es nécessaire. Oui, je restais là à regarder mon fils, le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant à qui j'avais appris à marcher, à parler, à lire, le jeune homme que j'avais envoyé à l'université, l'homme que j'avais célébré pour son mariage. Et maintenant, il menaçait de me priver de ma liberté. Luciano, dis-je très lentement, sors de chez moi, maman, sors tout de suite. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé comme des adultes. Les adultes ne menacent pas leur mère de les faire interner. Je ne te menace pas, je t'offre mon aide. Ton aide m'a déjà coûté 50 000 $. Je n'ai pas besoin de plus, maman. Si tu n'acceptes pas ton aide de ton plein gré, il va falloir qu'on envisage d'autres options. Allez, Sophia, moi et le médecin dont on a déjà parlé. Ils ont déjà parlé à un médecin. Nous avons parlé à un gériatre. Nous lui avons expliqué votre situation. Quelle situation? La confusion, les délires de persécution, la paranoïa envers la famille. Sans ma présence, c'était une consultation préliminaire. Et qu'a dit ce médecin? Il a dit que c'était inquiétant, que vous aviez besoin d'une évaluation urgente. Je me suis assis sur le canapé, les jambes me lâchant. Ils ont déjà tout prévu. On veut juste le meilleur pour toi. Oh. Oh. Quoi? Où vont-ils m'admettre? Il y a un endroit très sympa à 1 heure d'ici. Ça s'appelle Villa Esperanza. Ils ont des jardins, des activités, de très bons soins médicaux. Ils sont déjà allés le voir. On est allé le rencontrer au cas où combien ça coûte. Maman, ne t'inquiète pas. Combien ça coûte, Luciano? 5 000 $ par mois. 5 000 $ par mois? Oui, mais ça vaut le coup. Ils vont très bien prendre soin de toi. Et qui va payer ces 5 000 $ par mois? Toi, bien sûr. Et puis il faudrait utiliser une partie de tes économies.
Mes économies? Oui. Et ma maison? La maison. Bon, si tu es en maison de retraite, tu n'en auras pas besoin. Et ma maison? Pourrais la vendre pour payer tes soins. C'était tout le plan. Qu'on m'hospitalise, qu'on vende ma maison, qu'on me prenne tout mon argent sous prétexte de payer mes soins et je serais incapable de faire quoi que ce soit parce qu'on me déclara mentalement incapable. Quand? Quoi? Quand prévoit-il de faire tout ça? Maman, on n'a rien décidé de définitif. On explore juste des options. Mens. Ce n'est pas un mensonge, c'est une planification responsable. Une planification responsable, c'est planifier ma vie sans me consulter. On te consulte maintenant. Il ne me consulte pas, il m'informe. Maman, essaie de comprendre. On veut juste prendre soin de toi. Je me suis levée du canapé. Luciano, j'ai tout compris parfaitement. Oui, j'ai compris qu'il fallait agir vite. Fais comme tu vas le voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps des conversations est révolu. Maman ne fait rien d'imprudent. Imprudent comme me défendre contre mon propre fils. Imprudent comme prendre des décisions importantes sans y avoir réfléchi. J'y ai réfléchi très attentivement, Luciano, pendant des mois. Quelle décision? Tu le sauras bientôt. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Maintenant, sors de chez moi et ne reviens pas avant que je t'y invite. Maman il est parti. Mais avant de partir, il s'est tourné vers moi. Maman, j'espère que tu changeras d'avis pour ton bien. J'ai fermé la porte et je me suis appuyée contre elle. Pour mon bien. Tout ce qu'ils avaient fait, c'était pour mon bien. Mais j'étais déjà à court d'actifs. Arrive alors la partie difficile, celle qui allait me faire plus de mal qu'à eux, mais c'était la seule façon de gagner. Le lendemain, Teodoro est arrivé avec tous les documents prêts. Je n'avais jamais été aussi sûre d'une décision de ma vie. Chaque signature était douloureuse, mais elle me libérait aussi. Tout serait prêt dans une semaine, peut-être moins. Cet après-midi-là, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Garcia. Ici le docteur Mendoza du centre d'évaluation gériatrique. Votre fils a demandé une évaluation à domicile pour vous. J'avais froid aux yeux. Une évaluation à domicile. Ma famille avait signalé des épisodes de confusion, de paranoïa et de comportements erratiques. Selon eux, j'accusais ma famille de me voler. J'avais changé les serrures sans raison. J'avais engagé des avocats pour me défendre contre ma propre famille. Je lui ai dit que tout cela était vrai, mais pas par confusion. Le médecin a insisté sur l'importance de m'examiner pour déterminer si je pouvais continuer à vivre seule en toute sécurité. Si je refusais, ma famille pourrait demander une ordonnance du tribunal. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Teodoro. Ils avaient déjà commencé. Nous n'avions pas 3 jours comme prévu. J'avais besoin qu'ils terminent les formalités administratives le lendemain. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À 6 heures du matin, on a sonné à la porte. C'était Luciano accompagné de Sophia et d'un homme en blouse blanche. Bonjour maman. Je t'ai amené le docteur Mendoza. Je n'avais pas l'intention de parler à un médecin. Luciano a insisté sur le fait que c'était pour mon bien, mais que mon bien était à moi de décider. Le médecin s'est présenté et a dit qu'il voulait juste s'assurer que j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais parfaitement bien, que ma famille s'inquiétait pour mon argent, pas pour ma santé. Luciano a dit au médecin, voilà encore les accusations. Il voulait me parler en privé, mais j'ai refusé. Je ne lui faisais pas confiance parce qu'il était venu avec eux. Quand j'ai demandé qui payait ses honoraires, il s'est senti mal à l'aise. C'était l'assurance familiale, la même que celle de mon fils.
Sophia m'a demandé de ne pas compliquer les choses. J'ai demandé plus compliqué. Pour qui? Pour tout le monde. Elle a dit c'était très facile pour moi. Je ne voulais pas être évaluée. Je n'en avais pas besoin. Luciano a menacé de demander une aide juridique, une ordonnance du tribunal pour me faire évaluer. Le médecin a expliqué qu'en cas de préoccupation familiale légitime, le tribunal pouvait ordonner une évaluation obligatoire. Ensuite, il déterminerait si je pouvais continuer à vivre de manière autonome. Je suis restée silencieuse un moment, puis je leur ai dit qu'ils avaient raison. Ils étaient tous sous le choc. Oui, j'avais besoin de soins spécialisés, mais pas du genre qu'ils pensaient. Quel genre de soins? Maman. Assistance juridique, protection juridique de votre part? Je lui ai expliqué que je connaissais déjà tous leurs plans. L'évaluation psychiatrique, la déclaration d'incapacité, le placement en institution, la vente de ma maison. Luciano m'a dit que j'étais paranoïque, mais j'ai été informée. Pour la première fois depuis des mois, j'étais parfaitement au courant de ce que je devais faire. Luciano s'est approché de moi et m'a demandé de ne pas dire de bêtises. Je lui ai répondu par des questions directes. C'était absurde qu'ils m'aient volé 50 000 $. C'était absurde qu'ils aient déjà choisi la maison de retraite. C'était absurde qu'ils aient déjà calculé combien ils gagneraient en vendant ma maison. Ils avaient tout fait pour mon bien. Je lui ai demandé si c'était mon bien ou le leur. Je me suis tournée vers le docteur Mendoza. Je lui ai demandé s'il savait que ces gens me volaient. Il m'a demandé des preuves. Je lui ai dit que j'avais toutes les preuves nécessaires. Mon fils avait dépensé 500 000 $ et mon autorisation. Ils avaient falsifié des documents. Ils avaient prévu de me faire interner sans mon consentement. Le médecin a regardé Luciano qui a tout nié. Il a dit que j'étais confuse. Jam. J'ai demandé au médecin s'il savait ce qui me troublait le plus. Que mon propre fils me prenait pour une idiote. Luciano a insisté sur le fait qu'il ne me prenait pas pour une idiote, qu'il me traitait avec soin parce qu'il m'aimait. Je leur ai demandé si voler, c'était de l'amour, si mentir, si trahir, c'était de l'amour. Ils ont tout nié. Je leur ai dit qu'à l'époque, nous avions des définitions très différentes de l'amour. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. J'ai dit au médecin qu'il pouvait partir, que je n'allais pas être examinée. Luciano m'a prévenu que ça ne durerait pas. J'ai répondu que non, ça ne durerait pas. J'avais déjà pris ma décision. Avant de partir, Luciano s'est retourné. Il espérait que je changerais d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour les regrets. J'ai fermé la porte et j'ai appelé Teodoro. Je lui ai dit que je devais tout terminer ce jour-là. Je n'avais plus de temps. Demain serait trop tard. Je me suis assise sur mon canapé. Dans quelques heures, tout serait fini. Luciano allait comprendre qu'il avait complètement sous-estimé sa mère. Toute ma vie, j'avais été une femme qui résolvait les problèmes en silence. Quand Roberto a perdu son emploi, je n'ai pas fait d'histoire. J'ai cherché du travail supplémentaire. Quand les enfants sont tombés malades, je n'ai pas paniqué. J'ai trouvé des solutions. Quand Roberto est mort, je ne me suis pas effondrée. J'ai continué. J'avais maintenant le plus gros problème de ma vie. Mon propre fils essayait de me voler tout ce que j'avais gagné pendant X ans et j'allais le résoudre de la même manière que j'avais résolu tout le reste. En silence, avec détermination et sans crainte des conséquences. Cet après-midi-là, Teodoro est revenu avec de nouveaux papiers. Tout se déroulait comme prévu. Les experts avaient terminé leur travail. Les comptables avaient examiné tous les comptes. Les avocats avaient préparé tous les documents. Rosalia Teodoro,
j'en étais sûre dès que j'ai entendu mon fils comploter pour me voler. Mais les conséquences, celles de l'inaction, sont pires. Une fois ces derniers documents signés, il n'y aura plus de retour en arrière. Combien de fois allez-vous me demander la même chose? Je ne veux pas revenir en arrière. J'ai signé les derniers papiers. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'impatience. Pendant des mois, je m'étais sentie victime. Pendant des mois, j'avais laissé les autres contrôler ma vie. Mais c'était fini. Maintenant, c'était à mon tour de prendre le contrôle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Je savais que le lendemain, ma vie allait changer à jamais. Je savais que Luciano et Sophia recevraient la plus grande surprise de leur vie. Et je savais que, quoi qu'il arrive, j'aurais retrouvé l'essentiel. Ma dignité. Le lendemain, je me suis réveillée étrangement calme. C'était comme si j'avais porté un poids énorme pendant des mois et qu'on me l'avait enfin enlevé des épaules. Je savais qu'en quelques heures, tout allait changer à jamais. Todoro est arrivé à 9 heures avec les derniers documents. Son visage exprimait un mélange de respect et d'inquiétude. Je crois n'avoir jamais vu une femme de Sox en prendre une décision aussi radicale. Les derniers papiers sont prêts, m'a-t-il dit. Il ne me manque plus que ta signature finale et tout sera en mouvement. Combien de temps avons-nous avant que ce soit officiel? 48 et maximum. Une fois ces documents déposés au tribunal, plus rien ne pourra les arrêter. J'ai signé sans hésiter. Ma signature semblait ferme, déterminée, sans tremblement, sans hésitation. C'était la signature d'une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait. Rosalia, as-tu réfléchi à la manière dont tu vas leur annoncer la nouvelle? Je ne vais rien leur dire. Ils le découvriront d'eux-mêmes. Es-tu sûr que c'est la meilleure solution, Teodoro? Ils ne m'ont rien dit quand ils ont voulu me cambrioler. Je ne leur dirai rien non plus pour me défendre. Après le départ de Teodoro, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Il y a 5 ans, à la mort de Roberto, j'étais une veuve vulnérable qui avait besoin d'aide. Du moins, je le croyais. Mais je réalisais maintenant que je n'avais jamais été vulnérable. J'avais fait confiance à mon fils parce qu'il était de ma chair et de mon sang. J'avais cru que la famille protège toujours la famille comme j'avais tort. Roberto m'a toujours dit que le sang ne garantit pas la loyauté, qu'il faut gagner le respect même de ses enfants. Je le trouvais très dur, très méfiant. Maintenant, je comprenais qu'il était réaliste. À 14 heures, une surprise m'est arrivée. On a frappé à la porte et c'était ma voisine, une femme de mon âge qui avait toujours été très discrète, très respectueuse. Rosalia, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. N'y entrez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Elle avait l'air nerveuse comme si elle ne savait pas par où commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? À propos de ton fils. Mes muscles se sont tendus. Qu'est-ce qui se passe avec Luciano? Il est venu chez moi hier et m'a posé des questions étranges sur toi. Quel genre de choses t'avais-je vu te comporter bizarrement si tu te parlais à toi-même? Si tu semblais confuse quand tu sortais dans le jardin. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit la vérité, que je te voyais toujours parfaitement bien, que tu étais la femme la plus lucide que je connaisse. Comment a-t-il réagi? Il s'est énervé. Elle m'a dit que tu inventais des histoires sur la famille, que je n'avais peut-être pas remarqué ta confusion parce que je ne te voyais que de temps en temps. Naëli s'est penchée vers moi. Rosalia, ton fils te cause des ennuis. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un me demandait directement si j'avais besoin d'aide. Quelqu'un qui ne s'intéressait pas à mon argent sans arrière-pensée. Oui, Naëliei, il me cause beaucoup de problèmes. Quel genre de problème? Je lui ai tout raconté.
De l'argent disparu au projet d'internement. Naëlie écoutait en silence, secouant la tête avec indignation. Ce garçon m'a toujours semblé étrange, a-t-elle finalement dit depuis que j'étais enfant, bien trop intéressée par les choses matérielles. T'en souviens, bien sûr que je m'en souviens. À 10 ans, il a vendu le vélo de son petit frère sans autorisation. Roberto a dû aller le récupérer et l'a puni pendant un mois. Je ne me souvenais pas de cet incident, ou peut-être que je ne voulais pas m'en souvenir. Et maintenant, que vas-tu faire? J'ai déjà pris des mesures, mais je ne peux pas encore te donner les détails. As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'un endroit où dormir si les choses tournent mal? Merci Naëlie, mais je peux gérer ça. Complètement sûr. Après le départ de Naëlie, je n'arrêtais pas de penser à sa proposition. C'était réconfortant de savoir que j'avais des alliés, que je n'étais pas complètement seule dans cette situation, mais cela confirmait aussi quelque chose d'important. Si Luciano rendait visite aux voisins pour trouver des preuves de ma prétendue confusion mentale, cela signifiait que le projet de me placer en institution était plus avancé que je ne le pensais. Je n'avais pas de temps à perdre. Ce soir-là, j'ai appelé Teodoro. Tu as déjà déposé les papiers? Je les déposerai demain matin à la première heure. Impossible de les déposer aujourd'hui. Rosalia, le tribunal est déjà fermé, mais je les déposerai demain matin à la première heure. Promis. D'accord, mais fais-le en premier. Il s'est passé quelque chose. Luciano rend visite aux voisins. Il monte un dossier pour me déclarer mentalement incapable. Quel genre de questions pose-t-il? S'il me voit confus, si je me parle à moi-même? Si j'agis bizarrement? Et que lui disent-ils? Naëlie lui a dit la vérité. Je vais parfaitement bien. Tant mieux. Oui, mais j'ai peur qu'il cherche d'autres voisins, des gens qui ne me connaissent peut-être pas non plus. Rosalia, même si elle a trouvé quelqu'un qui a dit quelque chose de négatif, ce n'est pas suffisant pour une déclaration d'incapacité. Elle a besoin d'une preuve médicale. Elle a déjà un médecin prêt à m'examiner. Un médecin qui ne t'a même pas examiné. Un médecin qu'il paie. Exactement. C'est pourquoi il n'aura aucune crédibilité au tribunal. J'en suis sûre. Mais bon, demain, on présentera tout et peu importe ce que je fais. J'ai raccroché et me suis préparée à ce qui pourrait être ma dernière nuit tranquille avant longtemps. Le lendemain, Teodoro a tenu sa promesse. À Ur, il m'a appelé pour confirmer que tous les documents avaient été officiellement déposés. C'est tout, Rosalia. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Quand le sauront-ils cet après-midi? Peut-être demain matin. Comment le sauront-ils? Ils recevront des notifications officielles par courrier recommandé et par coursier. Et ensuite, ils devront décider quoi faire. À 15, j'étais dans le jardin en train d'arroser les plantes lorsque j'ai vu le camion de livraison arriver. Le chauffeur a frappé à la porte, a déposé une grande enveloppe et est parti. 30 minutes plus tard, un autre livreur est arrivé puis un autre. De ma fenêtre, je pouvais voir les enveloppes s'empiler devant la porte de la maison voisine où Luciano et Sophia vivaient temporairement le temps de régler ma situation. Ah, j'ai vu la voiture de Luciano arriver. Il est sorti en courant, a rassemblé toutes les enveloppes et est entré dans la maison. 15 minutes plus tard, il est ressorti en courant, est monté dans la voiture et a démarré à toute vitesse. 1 heure plus tard, il est revenu avec Sophia et un autre homme que je n'ai pas reconnu, peut-être un avocat. Je les ai regardés se disputer dans l'allée pendant plusieurs minutes. Il faisait des gestes exagérés, pointa ma maison du doigt et semblait très agité. Finalement, tous les trois se sont approchés de ma porte. Ils ont frappé fort. Maman, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. On n'a rien à se dire. On a reçu des documents juridiques qu'on ne comprend pas. Moi,
Je les comprends. Maman, s'il te plaît, on veut juste dissiper une confusion. Il n'y a pas de confusion. D'après ces documents, tu fais quelque chose de très radical. Moi, je fais quelque chose de vraiment nécessaire. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. On peut régler ça, c'est déjà réglé. J'ai entendu des murmures à l'autre bout du fil. Quelqu'un au téléphone, des voix nerveuses. Maman, on a fait venir un avocat. Il dit qu'on peut encore arrêter ça si tu agis vite. Je ne veux rien empêcher. Maman, comprends-tu ce que tu fais? Comprends par femme. Comprends-tu les conséquences? Je les comprends et je les accepte. Encore des murmures, encore des coups de fil. Maman, cet avocat dit que tu peux changer d'avis jusqu'à demain midi. Je ne changerai pas d'avis. Tu n'écouteras même pas nos raisons. J'écoute déjà les leurs depuis 5 ans. Maman, s'il te plaît, on t'en supplie. Maintenant, il me supplie. Oui, on te supplie de reconsidérer ta décision, tout comme je les ai suppliés de ne pas me voler. Silence comme je les ai suppliés de me respecter. Encore du silence comme je les ai suppliés de me traiter comme leur mère et non comme une ennemie. Maman, c'est trop tard pour supplier maintenant. Je les ai entendus s'éloigner de la porte, mais ils ne sont pas partis. Ils sont restés dans le jardin, parlant doucement à l'avocat. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus passer d'autres appels. Ils semblaient désespérés, et ils avaient raison de l'être car ce qu'ils venaient de découvrir allait changer leur vie à jamais, et ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Ils ne sont pas partis ce soir-là. Je les ai vus par la fenêtre camper dans le jardin comme des soldats en territoire ennemi. Luciano faisait les 100 pas parlant au téléphone. Sophia était assise dans l'escalier en pleurs. L'avocat examinait des papiers à la lampe torche. À 23 heures, on a frappé à nouveau à la porte. La voix de Luciano avait changé. Elle n'était plus autoritaire ni condescendante. Elle semblait effrayée. Ils m'ont dit qu'ils avaient parlé à 3 avocats différents et qu'ils avaient tous confirmé que ce que je faisais était parfaitement légal, que j'avais tous les droits. Bien sûr que c'était légal, c'est pour ça que je l'avais fait. Maintenant, ils voulaient comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Ils m'ont proposé de me rendre tout mon argent, de m'excuser, de respecter mon domicile et d'annuler mon confinement. Ils ont promis que nous pourrions tout recommencer, que nous pourrions tout régler en famille. Je leur ai dit qu'il était trop tard pour vouloir tout cela, que je les avais voulus 5 ans, 1 an, 1 mois, mais que quand je les avais voulus, ils m'avaient ignoré, menti et volé. Maintenant, c'était irréparable car je ne leur faisais plus confiance. Je ne les respectais plus et je ne les aimais plus autant qu'avant. Luciano insistait sur le fait que nous étions une famille. Je lui ai répondu que la famille ne volait pas, qu'ils avaient 5 ans pour changer et qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils comprenaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Il s'en ficha. Ils sont restés dehors jusqu'à très tard, à chuchoter, à téléphoner, à élaborer des stratégies qui ne leur serviraient plus à rien. Le lendemain, Teodoro est arrivé en avance et m'a demandé comment j'allais. Du calme, lui ai-je dit. Il m'a demandé une dernière fois si je voulais changer d'avis que j'avais encore jusqu'à midi. Je lui ai rappelé que c'était ma décision et que les conséquences de l'inaction seraient permanentes. À 10 heures, une voiture que je n'ai pas reconnue est arrivée. 2 hommes en costume sont sortis, se sont dirigés vers la maison voisine où se trouvaient Luciano et Sophia et ont frappé à la porte. Je les ai regardés Sophia s'assit par terre et se remit à pleurer. Luciano froissa les papiers et les jeta par terre, puis les ramassa et les emporta à l'intérieur. À 23h30, ils vinrent frapper une dernière fois ma porte. Ils ne frappèrent plus aussi fort qu'avant. C'était un coup doux, presque timide. Luciano me dit qu'il venait de recevoir la notification finale,
que dans 30 minutes tout serait officiel et que plus rien ne pourrait l'arrêter. Il me supplia de reconsidérer ma décision, de penser à tous les Noëls passés ensemble, à tous les moments heureux partagés en famille. Je lui ai dit que j'avais pensé à tout cela pendant 50 ans pendant qu'il me cambriolait, que je me souvenais de chaque câlin que je lui avais fait enfant pendant qu'il complotait pour me prendre ma maison, que j'avais pensé à tout l'amour que je lui avais donné pendant qu'il me traitait de vieille femme stupide. Il m'a demandé où j'allais vivre après ça. Je lui ai dit que ce n'était plus son problème. Il m'a demandé comment j'allais survivre. Je lui ai dit que j'avais survécu soit sans son aide, que je pourrais survivre le reste de ma vie de la même manière. Il m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. Je suis restée silencieuse un long moment. Puis je lui ai dit qu'avec le temps, je pourrais peut-être lui pardonner, mais que je ne pourrais jamais oublier et que certaines choses une fois brisées ne se réparent pas. À midi pile, mon téléphone a sonné. C'était Teodoro. C'était fait. Rosalia est officiellement morte. Elle ne peut plus être changée. Elle ne peut plus être changée. J'ai raccroché et me suis assise sur mon canapé. Pendant 5 ans, j'avais été une victime. Pendant 5 ans, j'avais laissé les autres contrôler ma vie, mon argent, mes décisions. J'avais vécu dans la peur, l'humiliation avec le sentiment constant d'être un fardeau pour ma propre famille. Mais c'était fini. Ce qu'il venait de faire était plus douloureux que je ne l'avais imaginé. C'était comme si on m'arrachait un morceau de cœur, mais il m'avait aussi donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle de ma vie. Dans l'après-midi, j'ai vu un mouvement constant dans la maison d'Axe-Côté. Des voitures qui arrivaient et partaient, des gens qui allaient et venaient, des cartons qu'on sortait, des valises qu'on chargeait. À 17 heures, Luciano et Sophia charguaient leurs affaires dans la voiture. Avant de partir, Luciano s'est approché de ma porte une dernière fois. Il n'a pas frappé. Il est resté là quelques minutes. Je regardais par la fenêtre. Nos regards se sont croisés. J'ai lu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. C'était un mélange de tristesse, de respect et peut-être un peu d'admiration. Il avait complètement sous-estimé sa mère. Il la prenait pour une vieille femme faible qui se laissait voler sans se défendre. Il avait découvert qu'elle était une femme forte, prête à tout sacrifier pour retrouver sa dignité. Elle est montée dans la voiture et ils sont partis. J'étais seule chez moi pour la première fois depuis 5 ans, mais cette fois la solitude était différente. Ce n'était pas la solitude de l'abandon ou de la peur, c'était la solitude de la liberté. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner spécial. J'ai mangé à ma table avec mes plats préférés sans que personne ne me dise qu'il était trop tard pour manger ou que je devais surveiller mon alimentation. J'ai bu un verre de vin sans que personne ne me rappelle de ne pas mélanger alcool et médicaments. C'était ma maison, ma nourriture, ma vie et pour la première fois depuis des années, j'étais complètement à moi. Le lendemain, Naëlie est venue me rendre visite. Elle avait vu tout ce mouvement, les chariots, les cartons. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais mieux que bien. Je lui ai dit que j'étais enfin libre. Elle m'a demandé ce qui s'était passé exactement. Je lui ai expliqué que j'avais pris une décision très difficile mais indispensable, que j'avais fait quelque chose qui m'avait fait très mal mais que cela m'avait redonné le contrôle de ma vie. Naëlie m'a regardé avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle m'a dit que depuis des mois, elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas, que j'avais l'air triste, effrayée, comme si je cachais quelque chose, mais que maintenant j'avais changé. Elle me voyait comme la Rosalia qu'elle avait rencontrée des années avant la mort de Roberto. Forte, déterminée, libre. Je lui ai dit que j'avais retrouvé quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, l'estime de moi-même. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Luciano.
Sa voix était fatiguée et abattue. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais agi, qu'il avait eu le temps de réfléchir et qu'il avait compris qu'ils avaient franchi des limites qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Il m'a demandé pardon, non pas parce qu'il s'attendait à ce que je change d'avis, mais parce qu'il avait besoin que je sache que j'étais désolée. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que certaines choses dépassent le pardon. Je lui ai dit que ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement voler de l'argent ou mentir. Ils avaient volé ma dignité, mon autonomie, mon droit d'être traité comme un être humain à part entière. Il m'a demandé si nous pourrions un jour avoir à nouveau une relation. Je lui ai dit que je ne savais pas, que peut-être avec le temps, peut-être si je prouvais par des actes plutôt que par des paroles, j'avais vraiment changé, mais que cela dépendait de lui, pas de moi. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il respectait ma décision et qu'il espérait que je sois heureuse. J'ai raccroché et réfléchi. Pendant 70 ans, j'avais fait passer les besoins des autres avant les miens. J'avais été une bonne épouse, une bonne mère, une bonne voisine, toujours généreuse, toujours prête à me sacrifier, toujours en faisant passer ma famille en premier. Mais le moment était venu de me faire passer en premier, et c'est exactement ce que j'avais fait. 3 semaines se sont écoulées après le départ de Luciano et Sophia. 3 semaines de silence, de paix, à me réveiller chaque matin sans craindre que quelqu'un fouille dans mes affaires ou contrôle mes décisions. 3 semaines à me souvenir de qui j'étais avant de devenir la victime de ma propre famille. À cette époque, beaucoup de gens venaient me rendre visite. Teodoro passait régulièrement pour s'assurer que j'allais bien. Naëli apportait du café l'après-midi et nous nous assons dans le jardin pour discuter. D'autres voisins que je connaissais à peine depuis des années sont venus me demander de mes nouvelles. C'était étrange de découvrir que j'avais plus de soutien que je ne l'imaginais. Pendant 5 ans, je me suis sentie complètement seule. Mais il s'est avéré que cette solitude avait été artificiellement construite par ceux qui voulaient m'isoler pour mieux me contrôler. Un mardi matin, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Susanna, la sœur cadette de Luciano, que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Elle est arrivée, les yeux rougis par les pleurs et les mains tremblantes. « Maman, j'ai besoin de te parler. Entre, ma fille. » Elle s'est assise sur le canapé où elle avait si souvent joué enfant. Elle avait l'air perdue, confuse, comme si le monde qu'elle connaissait avait soudainement changé. « Maman, Luciano m'a raconté ce qui s'est passé. Que t'a-t-il dit exactement? Il m'a dit que tu avais pris une décision très radicale, que tu avais fait quelque chose qui t'avait laissé sans rien. Il t'a expliqué pourquoi j'avais pris cette décision. Il m'a dit que vous aviez eu des différends concernant la gestion de vos finances. Des différends? C'est comme ça qu'elle a appelé le vol. » Susanna est devenue pâle. Un vol. Je lui ai tout raconté du message anonyme qui m'a sauvé cette nuit-là au projet de me faire emprisonner pour saisir tous mes biens. Je lui ai montré les documents prouvant la disparition de l'argent, les fausses signatures, les mensonges accumulés au fil des ans. Maman, je ne savais rien de tout ça. Tu ne t'en doutais pas. Je pensais que c'était normal que Luciano t'aide financièrement. Je pensais que c'était la bonne chose à faire après la mort de papa. Aider, ce n'est pas voler. Qu'as-tu fait exactement? Je lui ai expliqué ma décision. Son visage a exprimé toutes les émotions possibles. Surprise, incrédulité, admiration, tristesse. Maman, c'est ça? C'est incroyable. Incroyablement bien ou incroyablement mal? Incroyablement courage. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Quoi? Que pendant 2 ans, je ne suis pas venue te voir parce que Luciano m'a dit que tu étais très déprimée, que tu ne voulais voir personne, qu'il valait mieux te laisser tranquille. Est-ce qu'il te l'a dit? Oui, il m'a dit que tu étais devenue très asociale après la mort de papa. Ils m'ont isolée exprès.
Susanna, pour que personne ne se rende compte de ce qu'il faisait. Tu peux me pardonner de ne pas être venu. Tu n'as rien à te pardonner. Ils t'ont menti aussi. Peux-tu pardonner à Luciano? La question que tout le monde me posait. La question que je me posais tous les soirs, je ne sais pas ma fille. Le pardon se construit avec le temps et les actes. Non, avec les mots. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, je vais vivre. Comment j'aurais toujours dû vivre libre? Susanna était avec moi tout l'après-midi. Nous avons cuisiné ensemble ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Elle m'a aidé à ranger des meubles. Elle m'a parlé de son travail, de ses projets, de ses rêves. C'était comme retrouver une fille que j'avais perdue sans m'en rendre compte. En partant, elle m'a serré fort dans ses bras. Maman, je suis fière de toi. Pourquoi? De t'avoir défendu, de ne pas t'avoir laissé me vaincre. J'ai appris quelque chose d'important. Susanna, quoique le respect ne se demande pas, il s'exige. Ce soir-là, seul chez moi, j'ai repensé à tout ce que j'avais traversé. J'avais payé un prix très élevé pour retrouver ma liberté. J'avais perdu un fils, brisé une famille, fait souffrir des gens qui malgré tout étaient restés de mon sang. Mais j'avais aussi gagné quelque chose d'inestimable, ma dignité. Pendant 70 ans, j'avais travaillé, combattu, fait des sacrifices, construit. J'avais élevé des enfants, enterré mon mari, survécu à la perte, à la maladie et aux déceptions. J'avais été forte quand les autres avaient besoin de moi. Et quand j'ai enfin eu besoin de cette force pour moi-même, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée au moment précis où j'ai décidé que je préférais tout perdre plutôt que de continuer à être traitée avec mépris. Je l'ai trouvée quand j'ai compris que certaines batailles doivent être menées, même si elles font mal. Je l'ai trouvée quand j'ai cessé d'être une victime pour devenir actrice de ma propre vie. Le lendemain, alors que j'arde mon jardin, j'ai vu une voiture familière s'arrêter devant chez moi. C'était Luciano Baggio solo, pas de Sophia, pas d'avocat, pas d'intention cachée. Il s'est avancé lentement vers moi, les mains vides, la tête baissée. Maman, je peux te parler? C'est aussi ta maison? Non, ce n'est plus la mienne. Je le comprends maintenant. Il se tenait à quelques mètres de distance comme s'il n'osait pas s'approcher. Je suis venu te dire quelque chose. Je t'écoute. Je suis venu te dire que tu avais raison. Sur quoi? Sur tout. Sur ta défense, sur ton manque de confiance, sur ce que tu as fait. Et je suis venu te dire que je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le fils que j'aurais dû être depuis le début. Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver un moyen. Luciano, les actes sont plus éloquents que les mots. Je le sais. C'est pourquoi je ne vais pas te demander pardon avec des mots. Comment vas-tu me demander pardon? Par des actes aussi longtemps qu'il le faudra. Il reste à silencieux instant. Puis-je te demander quelque chose? Question. Comment as-tu trouvé le courage de faire ce que tu as fait? Ce n'était pas du courage, Luciano. C'était une nécessité. Une nécessité. Le besoin de me rappeler qui je suis et qui tu es. Je suis Rosalia Garcia. J'ai 60 ans. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai aimé, j'ai perdu, j'ai survécu et je ne laisserai personne, pas même mon propre fils, me priver de la dignité que j'ai mis sans à bâtir. Luciano hocha lentement la tête. Un jour, tu pourras me pardonner. Le pardon se mérite, Luciano, et il se mérite avec le temps, le respect, la constance. Tu me donnes cette chance. Je te donne la chance de montrer qui tu es vraiment. Merci. Il est parti sans un mot de plus, sans promesse en l'air, sans supplication théâtrale, avec la seule compréhension que je devrais reconstruire la confiance de fond en comble. Ce soir-là, j'étais assis sur ma véranda à regarder le coucher du soleil.
Mahon était silencieuse. Mais c'était un silence choisi non imposé. Mon argent était en sécurité sur des comptes que j'étais le seul à contrôler. Mon avenir était entre mes mains, pas entre celles de quelqu'un d'autre. J'avais appris quelque chose de fondamental, qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, que l'âge n'excuse pas la maltraitance, que le véritable amour implique le respect et que sans respect, l'amour devient une autre forme d'abus. Merci d'avoir écouté mon histoire et si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez et sachez que je préfère dormir à la belle étoile que vivre dans une maison sans dignité. Car au final, la seule chose que nous possédons vraiment, c'est le respect que nous avons pour nous-mêmes.